Les familles royales, c'est un mélange de mythes et de réalité. C'est une histoire de princesse, de conte de fées, mêlée à la vraie histoire. Et quand cette histoire prend les traits d'une reine, eh bien vous avez la totale. C'est comme un rêve, mais dans la réalité. Quand la princesse Élisabeth était enfant, elle ne s'attendait pas à devenir reine un jour. Elle était une simple princesse. Bien sûr, elle était spéciale. Elle menait une vie hors du commun. Mais son père était le duc d'York, sa mère la duchesse d'York, et ils vivaient à Piccadilly, un quartier de Londres. Ils avaient une vie presque normale. C'était un peu comme les princesses Béatrice et Eugénie aujourd'hui. Elle était la fille du duc et de la duchesse d'York, qui étaient des membres de moindre importance de la famille royale. Elle a donc grandi dans une grande déférence envers la couronne, en comprenant l'importance du rôle de la monarchie, mais sans la vanité et la suffisance qui vont parfois avec cette position. Et je pense que cela lui a donné cette humilité qui force le respect des gens. À cette époque, les membres de la famille royale n'avaient pas autant de choses à faire qu'aujourd'hui. Le duc et la duchesse d'York avaient 2 filles, la princesse Élisabeth, née en 1926, et la princesse Margaret, née en 1930. Et ils pouvaient facilement partir en Écosse entre mi-juillet et mi-octobre. Et on ne les voyait quasiment pas. La princesse Élisabeth était très proche de son père. Leur famille était très unie. Son père parlait toujours de « nous 4 ». Et même si, bien sûr, ils avaient un rôle à tenir et des visites à faire à l'étranger, c'était une famille plutôt casanière. Elle était incroyablement gâtée, bien au-delà de ce qu'on peut imaginer à notre niveau. Mais pourtant, elle manquait de beaucoup de choses. Elle n'avait aucune idée de ce qu'était une vie normale. C'est pour ça qu'elle essayait désespérément de recréer de la normalité à l'intérieur de son petit univers. Les princesses étaient très isolées des autres enfants. Du coup, elles jouaient ensemble et, paradoxalement, elles ont développé un intérêt très prononcé pour tout ce qui était ordinaire. Elles se demandaient ce que ça faisait de prendre le métro. Elles regardaient les autres enfants jouer au loin, en rêvant de pouvoir aller leur parler et se faire des amis. Elle voulait faire partie des scouts. Sa famille trouvait que c'était une bonne idée. Donc ils ont formé une troupe de guides à Buckingham Palace, avec un groupe de jeunes filles de familles respectables. Donc elle a été scout, mais à l'intérieur du cocon du palace. La princesse Margaret Rose ne tient pas en place, mais on pouvait s'y attendre de la part d'une petite fille de 7 ans, membre des 6 lutins, le groupe de jeunes guides de Buckingham Palace. C'était des enfants délicieusement insouciantes, qui vivaient une vie aussi normale que possible, étant donné les circonstances. On était une famille merveilleuse et sans façon. On adorait les jeux les plus simples. Ça nous rendait heureux pour la journée. Un jour, j'ai rencontré l'une des camarades de jeu de la princesse Élisabeth, qui la connaissait quand elle était toute petite. Elle m'a dit qu'elle s'amusait bien ensemble, mais que la princesse n'était pas très téméraire. Elle ne faisait jamais rien de très dangereux. Elle a toujours été une petite fille très bien élevée, très sage et très ordonnée. À l'école, puis à l'université, elle n'était pas comme les autres. Pourtant, elle avait été élevée comme toutes les jeunes filles de l'aristocratie à cette époque. Elle a d'abord suivi des cours à domicile, puis elle a fait des études au Eton College pour obtenir un diplôme en histoire constitutionnelle. Leur scolarité officielle était bonne, bien sûr, en beaucoup de points, sérieuse et fiable pour apprendre les bases. Mais je dirais que l'apprentissage a été insuffisant.
Son apprentissage correspondait en grande partie au choix de sa mère et à sa vision de l'éducation d'une petite fille de l'aristocratie qui serait destinée à entrer dans la vie mondaine en tant que débutante, qui s'intéresserait aux activités en plein air et qui serait capable d'alimenter une conversation polie lors des dîners mondains, sans avoir l'air trop cultivé ni trop snob. La princesse Élisabeth est née dans les années 20, pendant les retombées de la Grande Guerre et les prémices de la Seconde Guerre mondiale. C'était une période d'austérité. Et les années 30 ont connu un chômage très élevé. C'était une époque difficile et rigoureuse. Pour la 14e année consécutive, Son Altesse Royale et le duc d'York passent la nuit sur ce camp. 400 jeunes garçons venus d'écoles publiques et de centres industriels passent leurs vacances ensemble pour profiter du bon air et de l'esprit de camaraderie. Ses parents avaient les pieds sur terre. Ils restaient en contact avec ce qui se passait dans le monde réel et je pense que c'était une bonne chose. Dès sa jeunesse, la reine était consciente que certaines choses n'allaient pas dans le monde extérieur, que la plupart de ces sujets rencontraient des difficultés importantes. Pour les générations précédentes des membres de la famille royale, ce n'était pas le cas. Ils restaient à l'écart dans leur palais et ne voulaient rien avoir à faire avec, entre guillemets, les gens ordinaires. Mais pour la princesse Élisabeth, c'était différent. Ça a été une période de prise de conscience pour la reine, surtout je pense par sa relation avec sa mère. La reine-mère avait toujours été le genre de femme à vouloir s'impliquer dans la société et la communauté. Elle est même connue pour avoir dit pendant le Blitzkrieg qu'elle était contente que le Buckingham Palace ait été bombardé, parce que comme ça, elle pouvait regarder l'East End dans les yeux. Ils étaient très en phase avec leur époque, et je pense que la reine-mère en particulier comprenait l'importance de ne pas exhiber son argent alors que les temps étaient durs pour le reste du peuple. Elle était très attachée à son père et lui était très attaché à sa fille. Il disait toujours que parmi ses deux filles, Élisabeth était sa fierté et Margaret sa joie. La plus jeune des deux sœurs était pourri gâtée et il n'arrivait pas à croire qu'il avait donné naissance à une créature aussi splendide. La petite sœur d'Élisabeth, Margaret Rose, était une petite fille espiègle et capricieuse. La princesse Élisabeth s'est conduite dès le début, presque comme si elle s'était préparée à être reine. Vous ne trouverez jamais la moindre trace de ce qui pourrait apparaître comme un caprice de la princesse Élisabeth. Les princesses ont grandi dans des conditions assez idylliques pour l'époque. Elles étaient souvent avec leurs parents qui étaient très présents. Après l'abdication de son oncle, tout cela a changé. Ça a dû être très difficile. Elle était encore petite. Elle avait eu jusque-là une vie plutôt préservée du public. Et d'un coup, elle a été projetée sur le devant de la scène. Personne ne s'attendait à ce que le prince de Galles abdique après être devenu Édouard VIII. Ça a été un choc terrible pour le duc d'York de réaliser que c'était bien l'intention du roi et qu'il allait devoir prendre la suite. Et à mon avis, c'est peu avant la fin du mois de novembre 1936 qu'il l'a vraiment compris. Dieu bénisse le roi. Cet homme qui a toujours été en quête d'une vie paisible a été couronné pour régner sur le plus grand empire de l'histoire. Son père, qu'on connaît surtout pour son bégaiement, n'était pas fait pour la vie publique. Mais il s'est vraiment appliqué à la tâche, comme on le voit dans le film Le discours d'un roi, pour devenir un monarque moderne. Il avait fait un discours à Wembley qui avait été très difficile pour lui. C'est d'ailleurs la scène d'ouverture du film. Après ce discours, il a donc senti qu'il devait traiter ce handicap. S'il avait vécu plus tôt, personne n'aurait même remarqué son bégaiement. Dans les générations précédentes, tout ce que le roi avait à faire, c'était se tenir droit et ne pas tomber de son cheval, comme il le dit dans le film. Mais évidemment, cela a changé dans les années 30 avec l'apparition de la radio. La reine et moi-même garderons ce jour en mémoire comme inspiration. Puissions-nous rester dignes des témoignages de bonne volonté qui nous épaulent en ce début de règne et qui font ma fierté.
Son mariage avec Elizabeth Boscawen, la future reine-mère, a eu une influence extraordinaire sur sa vie. C'est elle qui l'a réellement poussé à chercher un traitement, parce qu'elle voulait qu'il se débarrasse de ce handicap. Quand le duc a commencé à consulter Logg, ils se sont vus de nombreuses fois, et ça a été très intense. Il semblerait qu'au cours des 14 premiers mois de traitement, ils se sont vus 80 fois. C'était en général une fois par semaine au tout début, souvent même plus. Puis il a continué à consulter Logg, moins régulièrement à la fin des années 20 et dans les années 30. Mais après l'abdication de son frère, à la fin de l'année 1936, ils sont vraiment passés à la vitesse supérieure. Ce matin, l'ambassadeur d'Angleterre à Berlin a posé un ultimatum au gouvernement allemand. Sans note de leur part avant 11 heures, nous signalons qu'ils sont disposés à retirer immédiatement leurs troupes de Pologne. Nous serions en état de guerre contre eux. Il me faut maintenant vous annoncer que nous n'avons reçu aucune promesse et que par conséquent notre pays est désormais en guerre contre l'Allemagne. Neville Chamberlain, Premier ministre, avait déjà déclaré la guerre plus tôt ce jour-là. C'était la première occasion pour le roi, qui était un peu le père de la nation, de s'adresser à son peuple et à l'Empire. Le discours qui termine le discours d'un roi, le fameux discours dont parle le titre, était un discours extrêmement important. C'est clairement Logg qui était aux manettes pendant ce discours. Il devait sans doute l'encourager et le pousser, comme on le voit dans le film. En cette heure grave, peut-être la plus sombre de notre histoire, je tiens à envoyer ce message à mon peuple, que ce soit ici ou au-delà des océans. Nous sommes en guerre. Avec l'aide de Dieu, nous surmonterons cette épreuve. En un sens, on peut dire que la Seconde Guerre mondiale est venue à son secours. Parce qu'il était là, il a joué un vrai rôle d'homme d'État pendant cette guerre. Et à la fin de la guerre, il avait désormais sa place dans le cœur de ses sujets comme un roi bien-aimé. Qu'il soit en France avec ses troupes ou au pays avec son peuple bombardé, son courage et son enjouement en ont fait un modèle pour tous. La guerre était totale et le roi a subi, comme la plupart de ses sujets, le bombardement de sa maison. La princesse Elisabeth a vu en son père cette dévotion et ce sens du devoir, qui passait même avant son bonheur personnel, et qu'elle a aussi vu chez sa mère. Et c'est sur ces bases qu'elle a ensuite structuré son propre règne. D'une certaine façon, elle a vraiment sacrifié sa famille. Elle adorait son père. C'était une fille à papa en beaucoup d'aspects. Elle observait ce que faisait son père, elle le respectait et essayait de suivre son exemple. Et de la même façon, il avait le même respect pour elle. Le roi George disait que dès son plus jeune âge, Élisabeth avait déjà une attitude très royale et que même au berceau, elle a toujours eu l'air de garder le contrôle sur ses émotions. Il disait, quand je la regarde, je vois la reine Victoria. Je vois une souveraine en devenir. Pas besoin d'un homme pour remplir cette tâche. Elle sera la meilleure dans le rôle. Elle a vécu différents événements très tôt dans sa vie qui ont façonné sa personnalité et lui ont donné cette gravité de reine. Elle a d'abord connu la récession, les années de dépression pendant son enfance. Ensuite, l'abdication d'Édouard VIII a vraiment été un énorme choc dans sa famille, qui a beaucoup affecté son père, très sensible. Son oncle Édouard VIII ne jouait pas son rôle de membre de la famille royale, en se complaisant dans son amour pour une femme et faisant passer cet amour avant son devoir vis-à-vis de la couronne. Et enfin, la Seconde Guerre mondiale. Pendant la Deuxième Guerre, elle a vécu avec sa petite sœur au château de Windsor, dans un certain isolement. Elle vivait au château et des gens venaient les distraire. On organisait des bals, des fêtes. Elle rencontrait de jeunes aristocrates, des soldats de la garde.
Je sais que ça a l'air un peu bizarre, mais je pense que la guerre a été une période plutôt agréable pour les princesses. Il me semble que la princesse Elisabeth a même dit à sa gouvernante « Peut-être que nous sourions trop, que nous avons l'air trop heureuses. » Parce qu'elle savait ce qui se passait, bien entendu. Et elle s'y intéressait beaucoup. Mais elle a passé les années de guerre au château de Windsor avec sa sœur et ça ressemblait plutôt à des vacances. Elle voulait s'engager dans ce qu'on appelait l'ATS, l'Auxiliary Territorial Service, qui était en fait la branche féminine de l'armée. Bien qu'elle semble conduire avec beaucoup d'assurance, la princesse n'avait jamais pris le volant avant le début de son entraînement. Pendant plusieurs mois, elle est allée à Aldershot tous les jours pour apprendre le métier de mécanicienne, apprendre à changer une roue, à démonter un bloc moteur. Et quand il s'agit de vérifier les branchements, la princesse Margaret semble assez impressionnée par les nouvelles aptitudes de sa sœur. Oui, elle a participé aux travaux de la guerre. Elle a pris l'uniforme, elle a suivi un entraînement, elle a appris à changer une roue. Elle a mis les mains dans le cambouis. Mais le soir, elle retrouvait le confort du château. Elle rentrait le soir et rebattait les oreilles de sa famille en leur expliquant le fonctionnement d'un bloc moteur et le reste. Tout ce qu'a fait cette femme, à tous les âges de sa vie, elle l'a fait avec sérieux. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, quand la victoire en Europe a été annoncée, il y a eu de grandes scènes de liesse à Londres. Les gens dansaient dans les rues. La princesse Elisabeth a demandé à son père l'autorisation de descendre dans la rue pour voir ce qui s'y passait. Elle est donc sortie dans les rues de la ville, accompagnée de quelques gardes, s'est mêlée à la foule pendant un moment, et c'est sans doute le moment où elle s'est sentie le plus proche de la réalité de la guerre. Avec ma sœur, nous avions envie de profiter de cette joie avec la foule. Nous avons donc demandé à nos parents de sortir pour voir. Je me souviens que nous avions très peur d'être reconnus. Je portais ma casquette d'uniforme bien baissée sur les yeux. Nous avons acclamé le roi et la reine au balcon de Buckingham Palace. Et ensuite, nous avons marché dans les rues pendant des heures. Je crois que c'est la soirée la plus mémorable de ma vie. L'empereur Napoléon a dit « Pour comprendre une personne, demandez-vous à quoi ressemblait le monde l'année de ses 21 ans. » La reine a eu 21 ans dans les années 40 et elle a les valeurs d'une femme de cette génération. Elle est correcte, discrète et elle fait son devoir. Ce qu'il y a d'extraordinaire avec la reine, c'est qu'elle est tombée amoureuse du premier homme qu'elle a rencontré et elle l'a épousé. Bien sûr, j'exagère un peu, mais elle a rencontré le prince Philippe de Grèce tel qu'il s'appelait à l'époque en 1939, alors qu'il était un séduisant aspirant de la marine au collège naval de Dartmouth. Elle l'avait déjà rencontré lors de rassemblements familiaux, mais c'est là que de son côté, l'étincelle a jailli. Il était superbe. Il avait une belle prestance. Elle a trouvé que cet homme était merveilleux. Pour une jeune fille de 13 ans, c'était le prince charmant. Et après ça, elle n'a plus jamais vraiment ressenti d'attirance pour aucun autre homme. C'était vraiment un bel homme. Un beau blond. Pas mal de femmes lui tournaient autour à l'époque, et même plus tard. Elles aimaient son côté viking, ses cheveux soyeux. Il avait une silhouette remarquable et en uniforme, il était vraiment superbe. Il a toujours eu un profil splendide. Il avait la tête de l'emploi. Un jeune dieu grec. Le prince Philippe était un mâle dominant, assez autoritaire et très assuré. Et je pense que la princesse Elisabeth n'avait jamais rencontré un homme comme lui auparavant. Elle était habituée à sortir avec lord ceci, lord cela, des gens qui avaient une grande déférence envers elle. Et là, soudain, elle tombe sur quelqu'un qui lui dit quoi faire, qui conduit trop vite, fait des choses un peu folles. Je pense qu'il était tellement viril qu'elle est tombée follement amoureuse de lui. Ils étaient tous deux des arrière-arrière-petits-enfants de la reine Victoria. Le prince Philippe avait une famille, bien sûr.
Son père était dans le sud de la France, sa mère était en Grèce, ses sœurs étaient en Allemagne et lui en Angleterre. Quand il allait en visite chez des gens et qu'il écrivait dans les livres d'or, il inscrivait dans la case « adresse » sans domicile fixe. Vers la fin des années 30, la princesse Élisabeth et lui sont devenus amis, et tandis que la guerre se terminait, leur amitié s'est renforcée. De temps en temps, il venait en visite au château de Windsor. Il passait du temps avec la princesse. Ensuite, elle a commencé à lui écrire et elle avait la photo d'un jeune homme barbu dans sa chambre. C'est assez amusant parce que c'était bien une photo du prince Philippe à l'époque où il avait une barbe. Et puis bien sûr, peu après, leur histoire d'amour a commencé. Il était dans la Navy, ils étaient cousins, c'était très certainement un beau parti, il avait un charme fou. Et en 1946, ils étaient amoureux et prêts à se fiancer. Je ne pense pas que le prince Philippe se soit jamais brouillé avec le roi George VI. Mais sa fiancée était très jeune. Ils l'étaient tous les deux. Et le roi préférait qu'elle prenne son temps. Ce qui est très touchant, c'est que c'est à ce moment-là qu'a eu lieu le seul voyage à l'étranger de la famille royale. Juste tous les quatre, comme disait George VI. C'était en 1947. Ils sont partis en Afrique du Sud. Trip to South Africa. La princesse Élisabeth a fêté son 21e anniversaire en Afrique du Sud. Et elle a fait un discours extraordinaire où elle disait dédier sa vie au Commonwealth, à l'Empire, comme elle l'a dit à l'époque. Ça lui correspond tout à fait. Cela exprimait son désir d'être au service de son pays avant tout, et je pense que c'est ce qu'elle a toujours voulu faire. En ce jour de mon 21e anniversaire, je souhaite parler au nom des jeunes gens des nations britanniques. En ce moment où nous entrons dans la vie adulte d'hommes et de femmes, c'est bien sûr une grande joie pour nous tous d'imaginer que nous allons être en mesure de prendre sur nos épaules une partie du fardeau de nos aînés, qui ont lutté, travaillé, souffert pour préserver notre enfance. Ce n'est pas elle qui a écrit le discours, mais l'une de ses secrétaires personnelles qui le lui a ensuite soumis pour qu'elle l'approuve. Mais il paraît que la première fois qu'elle l'a lu, elle a pleuré en disant « C'est exactement ce que je ressens et ce que je veux dire ». Ce discours prouvait que la foi que son père avait en elle était justifiée, qu'elle avait bien ce sens débordant du devoir, non seulement envers l'Angleterre, mais envers le Commonwealth dans son ensemble, et que ça resterait l'objectif principal de sa vie. Je déclare devant vous tous que je consacrerai toute ma vie, qu'elles doivent être longues ou brèves, à votre service et au service de la grande famille impériale dont nous faisons tous partie. Mais je n'aurai pas la force de respecter cet engagement sans votre participation, que je vous invite à m'offrir. C'est la toute dernière fois qu'elle apparaissait en tant que fille de la famille. Elle savait qu'après ça, elle allait se fiancer à Philippe, puis l'épouser. Bien sûr, le roi était anxieux. Il espérait que sa fille prenne la bonne décision. Et bien sûr, il n'était pas complètement heureux à l'idée que sa famille très unie, tous les quatre, comme il disait, se désunisse un peu avec l'arrivée du prince Philippe. Ce dernier était évidemment un personnage très intéressant, mais qui n'avait pas toujours un caractère facile. Son arrivée dans la famille allait forcément changer les choses, et le roi en était bien conscient. Voici quelques nouvelles des préparatifs du mariage royal et quelques images de la famille royale en compagnie du lieutenant Philippe Mountbatten. À la cour, personne ne savait vraiment qui était ce jeune homme. La princesse Élisabeth était une princesse parfaite, elle était belle, bien élevée, elle savait comment se comporter en société. Mais on ne savait pas grand-chose du prince Philippe. Qui était-il? Où étaient ses parents? Son grand-père, le roi de Grèce, avait été assassiné. L'année de la naissance du prince Philippe, son père avait été jugé lors d'un simulacre de procès et condamné à mort. Il s'est exilé pour échapper à l'exécution et s'est installé en France avec toute sa famille.
L'enfance du prince Philippe a été difficile, d'une certaine façon. On sait qu'il est né sur une table de cuisine, puis a été évacué de Grèce dans une boîte à bord d'un croiseur britannique. Il a passé son enfance en France, et je pense qu'on peut raisonnablement dire qu'il a vécu dans une pauvreté relative. Puis à la fin des années 20, ses parents se sont séparés, sa mère a fait une dépression et a été envoyée dans un asile en Suisse. Son père est ensuite descendu dans le sud de la France, où il a fini par vivre sur un bateau avec sa nouvelle compagne au large de la Côte d'Azur. Il m'a toujours dit qu'il était essentiellement pan-européen. Je ne sais pas de quel pays il était. Les Grecs ne le voient certes pas d'un bon œil, mais il n'a pas une once de sang grec. La famille royale grecque, dont il était un membre, a été parachutée là. C'était une famille royale de location. Si on doit vraiment lui attribuer une patrie, je pense qu'on choisirait sans doute l'Allemagne. Vous savez, il disait lui-même « Pourquoi devrais-je aimer les Grecs qui ont traité ma famille avec une telle cruauté ?» Ce qui est vrai. L'idée de le considérer comme un Grec est donc très éloignée de la vérité. Les gens ne savaient pas qui était ce prince. Il n'avait pas été scolarisé dans une grande école anglaise. Il n'avait pas fait son service dans la brigade de la garde. Il avait été dans une école appelée Gordonstoun, fondée par un Allemand, le prince Max de Baden, qui avait aussi fondé l'école de Salem. Il est entré à la Royal Navy et a reçu la citation à l'ordre du jour, ce qui est une belle distinction. Mais on ne savait pas qui il était. Donc, au moment des fiançailles, les réserves étaient nombreuses dans l'entourage du roi et la reine. The Queen and the King at the time, who had their reservations. L'hommage et la liesse vont de pair aujourd'hui avec un protocole grandissant pour annoncer l'un des plus grands événements de la famille royale depuis le couronnement du roi George VI. Ce mariage royal était un peu considéré comme un renouveau de l'âge élisabétain. Le pays était dans un état épouvantable. La situation était très austère à l'issue de la guerre. Et soudain, on avait cette magnifique mariée, parce que la princesse Élisabeth était très belle, avec son beau marin, qui allait sortir le pays de cette déprime générale de la guerre et leur présenter un avenir reluisant. Le sentiment qu'inspirait ce mariage était très proche du conte de fées. Les appels de la foule ont été entendus et les jeunes mariés sont sortis sur le célèbre balcon. Pour le mariage de la princesse Élisabeth avec le prince Philippe, les sœurs du marié n'ont pas été invitées. La raison était simple. Elles étaient allemandes, vivant en Allemagne, mariées à des Allemands. Et l'un des deux époux était en plein processus de dénazification. La famille royale britannique devait rester prudente. Je pense que le public britannique dans son ensemble voyait le mariage du prince Philippe avec la future reine comme un soulagement grandement apprécié en ces temps de grande austérité. Parce que paradoxalement, tout était plus rationné depuis la fin de la guerre, plus que pendant la guerre. Ce qui était assez amusant, c'est que sur les 1700 cadeaux de mariage qui ont été comptés, plusieurs centaines étaient des bas nylons que les jeunes femmes du pays avaient décidé d'offrir à la princesse. En ces temps difficiles, elle savait de quoi rêvait toute jeune fille. Que le bonheur présent de notre princesse et de son jeune marin ne fasse que s'approfondir au fil des années à venir. Après leur mariage, Élisabeth et Philippe ont eu rapidement leurs 2 premiers enfants. Elle en voulait d'autres, mais elle a dû retarder ses projets familiaux et c'est pour ça qu'elle a eu ses 2 autres enfants bien plus tard. Les 2 premiers sont arrivés avant son couronnement et les 2 autres une fois qu'elle était bien installée sur le trône. Après le mariage, elle a pu vivre la merveilleuse expérience de passer 1 an seul avec Philippe en tant qu'épouse d'un officier de marine. Philippe avait insisté pour poursuivre sa carrière après le mariage et Élisabeth
Élisabeth partageait cette envie. La famille royale a donné son accord et ils sont partis s'installer à Malte. L'armée britannique y avait encore un gros contingent à l'époque. Philippe avait son propre navire et Élisabeth vivait là-bas, non pas en tant que princesse, mais en tant qu'épouse d'un capitaine. Pour la première et unique fois de sa vie, elle avait une voiture à elle, elle allait chez le coiffeur, elle retrouvait ses amis dans des salons de thé. Elle vivait une vie proche de celle de toutes les autres femmes. C'était ce qu'elle voulait et elle espérait pouvoir continuer pendant plusieurs années. Il était évident qu'elle souhaitait en profiter. Elle n'avait aucune contrainte. Elle pouvait se déplacer seule dans Malte. C'était très agréable pour elle. Officiellement, c'est elle qui commandait. Mais je pense que dans leur vie privée, c'est Philippe qui tenait les rênes. C'est l'impression que j'ai. Il avait l'air de lui donner des ordres la plupart du temps. Je ne devrais peut-être pas dire ça, mais je l'ai entendu lui crier dessus quelquefois. Ce qu'on peut dire sur la reine et le prince Philippe, c'est qu'ils sont extrêmement bien assortis. Elle a choisi un homme à sa hauteur. Il est la seule personne qui peut lui dire franchement si quelque chose ne va pas. Il peut lui parler directement et il n'hésite pas à le faire. C'est une relation vraiment passionnante, qui dure maintenant depuis plus de 64 ans. La reine serait sans doute la première à admettre que le prince Philippe n'est pas le genre d'homme à mâcher ses mots. Il a une opinion sur tout et n'hésite pas à l'exprimer. Quand on se dit que la reine est entourée de beaucoup de larbins et de suiveurs, c'est sûrement très appréciable pour elle d'avoir un homme qui lui dit honnêtement ce qu'il pense de ce qu'elle fait. C'est lui qui porte la culotte derrière les portes du palais. Il est le chef de famille et il a apporté beaucoup de changements positifs à Buckingham. Il ne veut pas être comparé au prince Albert, le mari de la reine Victoria. Il ne veut pas qu'on l'appelle prince consort. Et il veut être considéré comme un individu à part entière. S'il y a une chose à dire sur le prince Philippe, c'est que c'est une personnalité très forte. La reine est quelqu'un de très drôle qui peut avoir un humour cinglant. Et je pense qu'elle a acquis une grande partie de sa personnalité au contact d'un caractère aussi fort que celui du prince Philippe. L'amour qu'elle a pour lui est très solide. C'est quelqu'un de complètement différent de la princesse Élisabeth. Dans la plupart des mariages heureux, c'est justement la clé. Ce sont les différences entre les conjoints qui permettent au couple de fonctionner. Et je pense que c'est justement ça qui maintient parfaitement ce mariage depuis le début. Je crains que le prince Philippe n'ait déjà eu à m'écouter parler bien trop souvent. Il n'est pas le genre d'homme à accepter les compliments faciles, mais il est tout simplement ma force et ma stabilité depuis toutes ces années. Il y a quelques années, je suis allé au théâtre avec eux un soir et j'étais placé avec eux dans la loge royale. Au moment de l'entracte, nous sommes sortis. La reine, la première, et je marchais derrière, bien sûr, avec le duc d'Édimbourg. Pendant l'entracte, elle était saluée par de nombreuses personnalités. Et moi, je me tenais debout au fond de la pièce avec le duc d'Édimbourg. Il a regardé la reine de l'autre côté de la salle, cette petite femme entourée de gens qui faisaient la révérence ou qui lui serraient la main. Il était appuyé contre le mur. Leurs regards se sont croisés à travers la pièce, elle lui a souri, lui a levé son verre dans sa direction, comme pour lui porter un toast. Et je me suis dit que le lien très spécial qui unit ces deux personnes est complètement évident. La mort brutale du roi a tout changé, non seulement pour Élisabeth, mais aussi pour Philippe. Leur couple avait connu une vie insouciante à Malte, où le duc d'Édimbourg était basé comme officier de la Royal Navy. Et tandis qu'ils étaient en voyage officiel au Kenya pour la première fois tous les deux, la mort du roi a été annoncée. C'est le duc d'Édimbourg qui a dû l'annoncer à la princesse Élisabeth, qui a bien entendu été anéantie par cette nouvelle. On a ce spectacle extraordinaire de la reine qui descend les marches de l'avion pour saluer tous les anciens ministres, comme Winston Churchill, qui était né en 1874 et avait servi dans l'armée de la reine Victoria, un ancien secrétaire d'État, Attlee,
Haydn, Mountbatten, le duc de Gloucester et toutes les autres personnalités qui étaient là pour l'accueillir. Elle arrivait dans son pays pour reprendre les rênes de la monarchie. À partir de ce moment-là, sur le tarmac de l'aéroport, de retour en Angleterre, les gens faisaient la révérence devant elle. Elle était la nouvelle reine. Cet événement a mis fin brutalement à la vie de famille qu'ils avaient eue jusque-là, une vie aussi normale que possible pour un couple royal. D'un coup, ils ont été projetés en pleine lumière. Ça a porté un coup fatal au prince Philippe, qui a réalisé que la vie de famille telle qu'il la connaissait était terminée. D'une certaine façon, il l'a compris avant elle. Il a été frappé par l'énormité de la situation. Soudain, elle est reine. Elle ne peut plus être l'épouse ni la mère. Elle avait vraiment très peu de temps à consacrer à ses enfants. Et donc le prince Philippe est devenu homme au foyer, en quelque sorte. À partir de 1952, dès qu'elle est devenue reine, elle partait souvent en voyage officiel et au début de son règne, ces voyages étaient très longs parce qu'ils se faisaient souvent en bateau. Donc, il y a eu une distance entre elle et ses enfants qu'elle n'avait pas connue avec ses propres parents. En un sens, le prince Philippe a perdu son épouse au profit du devoir civique. Ce qui frappait les journalistes à l'époque, c'est son jeune âge et son innocence vu la situation. C'était bien sûr une femme très intelligente et cultivée pour son âge. Cela dit, elle n'avait aucune expérience. Elle ne savait rien du rôle d'épouse et encore moins du rôle de reine. Je pense que les gens voulaient savoir comment elle envisageait de porter un fardeau aussi lourd alors qu'elle était aussi jeune et qu'elle commençait tout juste à fonder une famille. À tout âge, la perte d'un parent est une épreuve difficile. Mais si vous êtes le successeur au trône et que vous savez qu'à la mort de votre père, c'est vous qui le remplacerez, on n'imagine pas le poids de la responsabilité, de l'appréhension et de la tension que cela doit donner. Je pense que la perte de son père a été un véritable cataclysme dans sa vie. D'abord personnellement, et ensuite par le fait de devoir assumer le rôle de souveraine du Royaume-Uni. Il y a d'abord eu une certaine anxiété à la mort de George VI, qui était encore jeune. C'était une figure paternelle et on se demandait comment une si jeune fille pourrait prendre sa suite. Et puis Winston Churchill a fait un discours de condoléances et d'adieu à George VI pour accueillir la nouvelle reine. C'est lui qui a souligné le fait que cette Élisabeth moderne montait sur le trône au même âge que la première reine Élisabeth à l'époque des Tudors. Et que c'était peut-être la chance pour l'Angleterre et le Commonwealth de vivre un nouvel âge élisabétain. Le couronnement a coïncidé avec l'apparition de la télévision un peu partout dans le monde. Et cela en a fait le premier grand événement télévisé et le plus important. La télévision en était à ses débuts. Et juste à ce moment-là a eu lieu le couronnement, en 1953. De nombreuses familles ont acheté une télé juste pour voir ça. C'était le cas chez nous. Mon père avait acheté une télé, on s'est tous assis autour et les voisins sont venus regarder avec nous. Je pense vraiment que ça a lancé les ventes de télé. Je crois qu'on se rendait compte que c'était un événement mondial et que tous les sujets du Commonwealth devraient être en mesure d'assister à cette grande célébration du couronnement de leur reine. Madame, Sa Majesté est-elle prête à prêter serment? Oui. Je suis prête. Elle avait vraiment peur de faire des erreurs, surtout avec la retransmission en direct à la télé. Tout en suivant leurs lois et coutumes. J'en fais la promesse solennelle. Il y a plusieurs passages très émouvants durant la cérémonie, comme le moment de la communion. Il y a aussi un moment où la reine doit découvrir une partie de sa poitrine afin de recevoir l'onction du couronnement. Elle ne voulait pas que tout ça soit montré à la télévision.
Les gens voulaient voir la famille royale. Ils ne voulaient pas seulement les apercevoir en personne à Londres. Mais je pense qu'ils voulaient vraiment assister à l'événement. La BBC a vraiment insisté pour que le couronnement soit télévisé. Ce n'est pas la reine qui a refusé, et d'ailleurs elle n'a pas non plus accepté. Ses conseillers se sont montrés très méfiants et ils ont dit « Non, non, on ne peut pas faire ça, les gens vont regarder ça dans les bars, c'est irrespectueux. » Ça a provoqué un tollé national parce qu'il est dit que la reine doit être couronnée à la vue de tous. Et la télé était le meilleur moyen de laisser le plus grand nombre y assister. Comme on le sait, les caméras ont été finalement autorisées. Et bien sûr, ça a été un immense succès. Et ça a permis en quelque sorte de rassembler le Commonwealth et le monde entier. Pour la reine, ça a été sans doute un événement fondamental de sa vie. Pas seulement parce que le monde entier la regardait, mais parce qu'elle est très religieuse. Et le fait de faire le serment devant Dieu, de servir son peuple en des circonstances aussi graves, a clairement été un moment crucial dans sa vie. Elle a toujours eu un sens très fort du devoir, mais c'est devenu encore plus fort. Vous savez, le couronnement est aussi un événement religieux. Elle s'est retrouvée au centre d'une cérémonie religieuse présidée par l'archevêque et bon nombre d'autorités religieuses. Je pense que c'est ce moment qui a changé sa vie. Il y a bien sûr eu l'accession au trône, mais c'est surtout le couronnement en 1953 qui lui a fait réaliser qu'elle était seule et qu'elle avait été en quelque sorte élue par Dieu. Très rapidement après le couronnement, l'euphorie de ce grand événement a été quelque peu éclipsée par l'affaire Townsend. La reine était en porte-à-faux sur cette histoire, parce qu'en tant que chef de l'Église, elle ne pouvait pas accepter le mariage de sa sœur avec un homme divorcé. Mais en tant que sœur de la princesse Margaret, bien évidemment, elle ne souhaitait que son bonheur. Ça a été difficile pour elle. On était dans les années 50, une période très différente d'aujourd'hui. La famille était très importante. Le divorce était une chose atroce. Le fait de fréquenter un homme déjà marié auparavant n'était pas vu d'un bon œil. Alors, le fait qu'un homme marié, avec des enfants et sur le point de divorcer épouse une princesse royale, c'était scandaleux. La reine ne voulait sans doute pas y croire, même si elle savait que cela se faisait. Ce qui s'est passé dans ce cas précis, c'est qu'ils ont dû séparer le couple. Peter Townsend a été envoyé à Bruxelles au titre d'attaché de défense, et à son retour en 1955, Margaret avait 25 ans. Elle avait donc le droit de faire ce qu'elle voulait, et le public était très impatient de connaître sa décision. Mais en fait, je pense que leur amour s'était essoufflé en quelque sorte. Et la princesse avait réalisé qu'elle risquait de perdre ses privilèges royaux ainsi que ses titres. Et l'histoire s'est terminée ainsi. La princesse Margaret a transmis ce message personnel depuis Clarence House. J'aimerais faire savoir que j'ai décidé de ne pas poursuivre ma relation avec le capitaine Peter Townsend. Je tiens à remercier tous ceux qui ont prié sans relâche pour mon bonheur. Les deux sœurs étaient très proches et tout au long de l'affaire Townsend, la reine a beaucoup soutenu Margaret. C'était surtout leur mère qui ne voulait rien lâcher sur le concept de relation de couple. Je pense qu'Élisabeth et Philippe ont conseillé Margaret autant que possible à travers cette épreuve.
On dit parfois, à tort, que c'est la reine qui refusait cette relation. En fait, elle a été très triste à la fin, lorsque le gouvernement a décidé que Margaret ne pouvait pas épouser cet homme. Elle a eu beaucoup de compassion pour Margaret, parce qu'après tout, elle aussi savait ce qu'était le grand amour, et elle avait eu la chance d'épouser l'homme de ses rêves. Elle a joué un rôle important dans cette affaire. Rien n'aurait pu être fait sans son accord. Le problème qu'a souvent la reine, c'est qu'elle doit toujours faire la différence entre son rôle de reine, en tant que chef de l'État et de l'Église, et son rôle de reine en tant que personne. D'une certaine façon, elle doit être deux personnes différentes. On sait qu'il lui arrive de se tourner vers un conseiller privé pour qu'il puisse lui présenter la situation et lui demander « Que ferait la reine ?» Au début de son règne, Élisabeth a entrepris un grand voyage pour faire le tour du Commonwealth pendant plusieurs mois à bord d'un yacht flambant neuf, le Britannia. C'était bien sûr en partie pour fêter son accession au trône, mais surtout une façon de remercier les Britanniques du Commonwealth, d'Australie, de Nouvelle-Zélande, du Canada, d'Afrique du Sud, d'Inde et des pays d'Afrique qui avaient tous fortement contribué à l'effort de guerre contre l'Allemagne et le Japon. Lorsque la reine est montée sur le trône, l'Empire britannique était encore très présent dans nos vies. J'étais jeune, mais je m'en souviens. Je sais qu'il est difficile de l'imaginer maintenant, mais l'Empire britannique avait une réelle influence sur le reste du monde. La reine était également reine de tous ces pays-là. C'est devenu le Commonwealth, une association de pays principalement amicale et bien plus souple. La reine a toujours pris ce rôle très au sérieux de tout ce qu'elle a à faire. Et je pense que pour elle, ces deux titres les plus importants sont celui de chef de l'Église, parce que la religion compte beaucoup pour elle, et celui de reine du Commonwealth. Je dirais que la reine a fait du Commonwealth l'une de ses actions principales. C'est un peu comme un Premier ministre, à la tête d'un gouvernement qui détermine un domaine auquel il souhaite être identifié. C'est vrai que la reine a toujours attaché une très grande importance à cette tâche. Et elle ne manque jamais les rassemblements des chefs de gouvernement du Commonwealth. Elle a des ministres dans le monde entier. Et elle dit que parfois, en se rendant à ces rassemblements, elle se sent un peu comme un médecin. Elle rencontre 4 premiers ministres le matin et 4 autres l'après-midi, qui lui exposent chacun leur problème. Et il n'y a pas meilleur conseiller, puisqu'elle ne révélera jamais ce qu'il lui confie. En plus, elle a connu tous les prédécesseurs des ministres actuels, jusqu'aux années 40, alors que certains d'entre eux n'étaient même pas nés. La reine accepte que certains de ces pays ne veuillent plus d'elle comme reine. Elle souhaite simplement qu'il demeure dans le Commonwealth. Elle tient vraiment à préserver ce lien. La princesse Élisabeth, même une fois devenue reine, a toujours été guidée par un grand sens du devoir. Au moment de son couronnement, elle a reçu un symbole de son autorité, un anneau appelé l'anneau de la dignité royale. C'était le signe, et ça l'est toujours, qu'elle est mariée à l'Angleterre, à la Grande-Bretagne, à l'Australie, au Commonwealth et à tous les pays qui reconnaissent son autorité. Et pour elle, c'est ce qu'il y a de plus important. Je ne crois pas qu'elle ait vu le film de Stephen Frears, The Queen, parce qu'elle ne nous intéresse pas elle-même. Elle ne lit pas ce qu'on écrit sur elle, ça ne l'intéresse pas. Elle n'appartient pas à cette génération centrée sur le moi. Elle n'est pas quelqu'un de susceptible. Il n'existe aucune photo de la reine et du prince Philippe se tenant la main. Ils sont un reflet de leur génération et ce n'est pas ce qu'ils veulent montrer. C'est peut-être ce qu'on attend, nous, d'un couple royal. Mais ce n'est pas ce qu'ils nous montreront. Je pense que la reine a eu deux grandes influences en ce qui concerne son approche du travail de reine. Il y a d'abord eu l'exemple de ce qui est arrivé à son oncle, Édouard VIII, qui n'a été roi que quelques mois et qui n'a même pas eu le temps d'être couronné. Cela a dû lui inculquer l'idée qu'on ne peut pas tourner le dos à son devoir. Puis il y a eu son père, dont elle a repris la suite avec succès.
Elle a même mieux réussi, je trouve, parce qu'elle est encore plus chère à ses sujets que son père ne l'était. C'est merveilleux. Elle est notre reine et elle prend le temps de me parler. C'est fantastique. Oh, je n'arrive pas à le croire. Je lui ai parlé. L'une des choses les plus intéressantes que j'ai entendues à propos de la reine m'a été dite par l'un de ses secrétaires privés. La reine considère comme de son devoir de marcher au rythme de son sujet le plus lent, afin que personne ne soit laissé pour compte. On a donc le duc d'Édimbourg qui force, qui pousse à avancer, qui veut faire ci et ça, changer telle ou telle chose. Et d'un autre côté, on a la reine qui marche calmement au rythme des plus lents en disant « c'est comme ça, tout le monde doit se sentir impliqué ». La reine a toujours souhaité inclure tout le monde dans sa façon de régner. La force de la reine réside dans le fait qu'elle a vu passer beaucoup de monde. Il ne fait aucun doute qu'elle avait une préférence pour Winston Churchill, c'est évident. Elle le connaissait depuis son enfance. Elle s'est assise sur ses genoux quand elle était petite. C'était un ami de ses parents. Son père a traversé la guerre aux côtés de Winston Churchill. Quand elle est devenue reine, c'était une jeune fille d'une vingtaine d'années. Et Churchill, ce grand homme de la politique européenne, était son premier ministre. C'était lui, le Premier ministre, cher à son cœur. Depuis, elle a vu les premiers ministres se succéder, en réussissant toujours très bien à ne pas être trop proche d'eux. James Callaghan, l'un des premiers ministres, m'a dit un jour « La famille royale m'offre de la sympathie et non de l'amitié. Ce n'est pas la même chose. » J'ai travaillé pour plusieurs premiers ministres successifs qui donnaient tous une grande importance à ce que leur disait la reine lors de leurs audiences hebdomadaires. C'était toujours l'expression honnête de son jugement et d'une vision très subtile et profonde. Au moins une fois par semaine, en général le mardi, le Premier ministre libère son emploi du temps et se rend à Buckingham pour parler à la reine. Le Premier ministre s'assoit avec elle et peut lui parler en toute confiance, très ouvertement de ce qui se passe. Elle l'écoute. Elle est plus là pour l'écouter qu'autre chose. Il y a quelques années, je me suis retrouvé à une fête privée, dans un coin, à discuter avec la reine. On a commencé à parler du Premier ministre de l'époque, John Major. J'ai dit à la reine, « Vous avez eu une audience avec lui aujourd'hui. » C'était l'époque de la récession. Donc j'ai ajouté, « Ça va mal avec la récession. » Elle m'a répondu, « Ah oui, très mal. » Puis elle m'a demandé, « Vous savez, je suis reine depuis 1952. » Je lui ai répondu, « Oui, je le sais, Votre Majesté. » Elle m'a dit, « Vous savez aussi que j'ai eu 13 premiers ministres. » J'ai répondu, « Oui, je le sais aussi, Votre Majesté. » Et elle m'a dit, « Vous savez, ce genre de récession arrive assez souvent. Et je crois qu'aucun de mes premiers ministres n'a de solution pour y remédier. » La reine semble très froide, mais elle a un grand sens de l'humour. Elle n'est pas aussi comédienne que la reine-mère. Si vous arrivez à faire rire la reine, vous pouvez être sûr à 100% que vous l'avez réellement amusée. Elle a énormément d'humour. On pense toujours que la reine est très sérieuse. Mais c'est l'âge qui donne cette impression. Et au naturel, elle a une expression très solennelle. Mais lorsqu'elle sourit, son visage se transforme complètement. Et elle est vraiment rayonnante. Mais elle est aussi très drôle. Elle sait faire des imitations, parler avec différents accents, imiter les gens qu'elle rencontre. Quand je suis arrivée à la rédaction de Majesty en 1983, la reine et le prince Philippe ont fait une visite en Jordanie et je les ai suivis. La reine m'a demandé « Qu'est-ce que vous trouvez à dire dans votre magazine ?» Je lui ai répondu que j'écrivais sur sa famille et elle m'a dit « Bien, je m'en servirai pour savoir ce qu'ils font tous. » Il y a une histoire que j'aime bien sur la reine. Elle a toujours voulu voir à quoi ressemblait un supermarché, parce qu'elle n'y avait jamais été que pour des inaugurations. Donc un jour, elle a mis un manteau, un foulard sur sa tête et elle est allée au supermarché. Alors qu'elle marchait dans les allées, une petite vieille s'est approchée d'elle et lui a dit « Ma chère, vous ressemblez à la reine comme deux gouttes d'eau. » Ce à quoi la reine a répondu
Je vous remercie, c'est rassurant. Voilà, c'est la reine tout crachée. Les gens font confiance à la monarchie parce que la reine est au-dessus de la politique. Les monarques n'ont pas été élus, peut-être même qu'ils n'ont pas envie de porter la couronne, mais ils sont là et ils consacrent leur vie à leur peuple. C'est très important de le souligner. C'est pour ça que le comportement de certains membres de la famille royale dans les années 80 a été désastreux pour la monarchie. Mais comme elle est au-dessus de la politique et comme on sait que certains, comme le prince Charles, tiennent vraiment à leur pays et à leur peuple, on veut continuer à les admirer. Ce n'est pas un secret, la reine a clairement des différences d'opinion avec le prince Charles. Bien évidemment, elle l'aime, c'est son fils aîné. Mais elle trouve qu'il adopte des positions un peu controversées. Il est dangereux pour la monarchie. Pour sa défense, le prince Charles dirait que c'est parce qu'il n'est encore que le prince de Galles et que s'il devient monarque de plein droit, tout cela prendrait fin et qu'il comprend l'impartialité qu'un monarque moderne de droit constitutionnel se doit d'avoir. Quand on regarde Charles et Andrew, on peut sans doute faire une comparaison avec William et Harry. Andrew est l'héritier suppléant, en quelque sorte, tout comme Harry. Ils sont moins surveillés. Ils peuvent tous les deux être surnommés prince fêtard ou prince playboy, parce qu'ils n'ont pas à porter le fardeau des responsabilités. Ils ne seront pas rois. Il semble qu'Andrew ait une place particulière dans le cœur de la reine. Rien de ce qu'il fait n'est mal. Ou si ça l'est, elle lui pardonne. Il avait aussi l'image d'un homme très enthousiaste, à l'époque où il était pilote d'hélicoptère dans les îles Malouines. Il avait une image un peu macho qui allait bien avec le genre Top Gun. Il avait une image assez hollywoodienne à l'époque et il était facile de l'appeler Randy Andy, Andy l'excité, parce que ce titre donnait à la famille royale une certaine jeunesse, en tout cas du côté de la presse. On a parfois l'impression d'une certaine réserve ou d'une distance. Je ne le formulerai pas ainsi. Les gens pensent peut-être que c'est ce que nous voulons laisser paraître. Mais ce n'est pas nécessairement un choix de notre part. Vous voyez la différence? Oui, mais qu'est-ce qui vous oblige à donner cette image? Là encore, c'est sans doute plus la perception des gens que notre propre désir. Les gens arrivent parfois à voir et à comprendre ce que nous sommes vraiment. Par exemple, vous avez vu ce qu'a fait le prince William en Australie et en Nouvelle-Zélande. Il a eu la possibilité de le faire. Ce qui est difficile, c'est de pouvoir le faire en permanence. Parce que parfois, les choses se doivent d'être plus formelles. En ce qui me concerne, je pense que la famille royale a sa raison d'être, même au XXIe siècle, et sans doute même plus qu'on ne le croit, ou qu'on ne veut l'admettre. Andrew et Edward sont les deux plus jeunes fils de la reine. Ils ont toujours été gâtés, et elle les adore. Elle est sans doute moins critique envers eux qu'elle ne l'est envers Charles. Je pense que tous ceux qui ont vu l'émission It's a Royal Knockout ont trouvé que ça manquait complètement de classe. Et même si ça a très bien marché à la télé, c'était presque gênant de voir le comportement de certains membres de la famille royale. Même la princesse Diana voulait y participer, mais le prince Charles a refusé et il a eu raison. L'image du prince Édouard a été très écornée à cause de la petite scène qu'il a faite. Vous avez regardé? Vous en avez pensé quoi? Le prince Édouard n'avait pas très bonne presse à l'époque. En tant que dernier de la famille, il a évolué dans l'ombre de ses frères. Ça ne s'est pas très bien passé pour lui à la Royal Navy, donc on l'a catalogué comme doux, voire même homosexuel. Ça a ensuite été démenti par son épouse dans la malheureuse interview qu'elle a donnée au Faux-Chèque, ignorant à l'époque qu'il était un journaliste déguisé intitulé « Mon Édouard n'est pas homosexuel ».
Je pense que s'il a eu si mauvaise presse, c'est parce qu'il a essayé de poursuivre ses propres objectifs. Il dirigeait sa société de production, Ardent, et ça n'a pas très bien marché. Je crois que le coup de grâce, c'est quand il a filmé le prince William à Eton, alors que sa famille lui avait demandé de ne pas le faire. Ça a vraiment marqué la fin de sa carrière. La reine ne voulait pas de cette mauvaise publicité. Nous fêtons aujourd'hui un événement qui s'apparente à une naissance accidentelle sur laquelle je n'ai eu aucun contrôle. Je dois pour cela une reconnaissance éternelle à ma mère et à mon père. Les gens disent souvent que la princesse Anne est le plus grand soutien de la reine, sur le plan personnel en tant que fille unique, mais aussi au niveau professionnel parce qu'elle travaille sans relâche pour la famille royale. Elle mène à bien de nombreux projets en y travaillant tous les jours. C'est elle le numéro 1 de cette entreprise et la reine a beaucoup d'admiration pour sa fille. De ce côté-là, la princesse Anne ressemble sans doute plus à son père qu'à sa mère. Elle a aussi un certain franc-parler. Mais je trouve que la reine est proche de chacun de ses enfants. C'est sur ses petits-enfants que la reine porte vraiment son attention. C'est une reine très matriarcale. Elle aime avoir toute sa famille autour d'elle. Et c'est pour ça qu'elle chérit particulièrement des moments comme les fêtes de Noël à Sandringham ou les vacances d'été à Balmoral. Parce que dans ces moments-là, elle peut vraiment jouer son rôle de matriarque pendant quelques semaines. La famille royale reflète la vie de famille en général. Derrière les portes du palais, c'est une famille normale, avec les mêmes problèmes et les mêmes sentiments que dans n'importe quelle famille. Ils subissent même une pression plus forte parce qu'ils sont scrutés dans leurs moindres mouvements. Et s'il y a une tension dans leur relation, les photographes sont là pour le remarquer. C'est bien sûr ce qui s'est passé entre le prince Charles et Diana. Ce qui est intéressant à propos de Diana Spencer, devenue la princesse Diana, c'est qu'elle est sortie de nulle part. Personne ne la connaissait. Sa famille avait quelques liens avec la famille royale, mais ce n'était pas le genre des conquêtes avec lesquelles on avait vu le prince Charles auparavant. La plupart de ses conquêtes précédentes avaient un passé. Et la presse savait que le prince Charles, surtout à cette époque, devrait trouver une jeune femme sans histoire. Puis, Lady Diana Spencer est apparue. Elle était un vrai don du ciel. C'était une jeune fille assez naïve à l'époque, on le sait, mais je pense que les parents du prince Charles étaient soulagés qu'il se décide à se marier. Son célibat avait duré assez longtemps, il n'avait pas l'air de vouloir y mettre fin et les titres de journaux n'étaient pas très bons. Était-il un grand séducteur? Était-il incapable de prendre une décision? Était-il réfractaire à l'engagement? Puis soudain, cette belle jeune fille fait irruption dans sa vie et son image est considérablement améliorée. Non seulement il avait réussi à s'engager, mais en plus sa fiancée était très belle et très élégante. J'ai toujours été un grand admirateur de Diana Spencer. C'était très intéressant de la voir sortir de sa chrysalide, de la voir grandir jusqu'à devenir la femme qu'elle a été. Elle était très douée pour les obligations royales et pendant un bon moment, ils ont formé une équipe de rêve. Ils pouvaient aller partout, faire ce qu'ils voulaient. Tout le monde voulait les voir. Le problème de Diana Spencer, ce qui a fait d'elle une victime, c'est ce carcan royal. Dans les années 70, au moment de l'apparition de Diana Spencer, peu importait qu'une jeune mariée soit vierge ou non dans la vie ordinaire. Mais en ce qui concernait la famille royale, les gens avaient conservé cette vision désuète du mariage. Diana était donc bien plus jeune que le prince Charles. Et bien sûr, comme on le sait maintenant, le prince Charles était déjà émotionnellement engagé avec une autre femme, Camilla. Mais le problème de la pauvre Camilla était complètement paradoxal. Quand elle a rencontré le prince Charles, elle est tombée amoureuse et ils ont couché ensemble. Mais du même coup, cela l'excluait automatiquement du rôle de future reine.
Ça semble ridicule et primaire, et ça l'était. Surtout que 2 ou 3 ans plus tard, Andrew est tombé amoureux de Fergie, qui n'a pas prétendu être vierge. Elle avait eu d'autres amants. Mais personne n'en avait plus rien à faire à ce moment-là. Mais Diana a été prise dans cet engrenage et c'est ce qui a fait de sa vie et de celle du prince Charles une vraie tragédie. Ça a vraiment mis en danger la monarchie et la réputation d'Élisabeth II. L'un des nombreux problèmes qu'a rencontré Diana, c'est qu'à mon avis, personne ne lui avait expliqué l'engagement énorme que cela représentait. On aurait pu penser que son père le lui expliquerait, parce qu'il le savait. Diana a tout bonnement été jetée dans le grand bain. Elle a emménagé à Buckingham Palace et elle était très seule. Elle avait un valet pour s'occuper d'elle, c'était d'ailleurs un ami à moi, et le prince Charles voyageait beaucoup. Je pense qu'elle s'imaginait que tout serait très romantique, qu'il ferait des dîners aux chandelles, au palais, qu'il l'emmènerait sur son cheval blanc. Mais ce n'était pas du tout ça, et elle le voyait à peine. On ne s'est pas douté de ce qu'elle vivait jusqu'en 1987. Quand il est devenu évident qu'elle n'était pas heureuse. La reine était profondément attristée par ce qui se passait dans le mariage de Charles et Diana pour plusieurs raisons. Évidemment, ces tensions constituaient une menace pour la réputation de la famille royale. Mais c'est surtout le bonheur du couple qui était en danger et donc leur capacité à élever correctement William et Harry, ses petits-fils qu'elle aime tendrement et qui représentent l'avenir de la famille royale. C'est donc un complexe mélange d'émotions pour elle. La reine a tenté de prendre Diana sous son aile, mais Diana y était très réfractaire. Elle ne voulait pas dîner avec la reine. Elle trouvait ça ennuyeux et un peu intimidant. La reine l'invitait à venir déjeuner ou dîner avec elle, mais Diana n'en avait pas envie. Elle trouvait des excuses. Elles n'ont donc pas pu tisser de relations proches à une époque où cela aurait sans doute vraiment aidé Diana. Quand son mariage a vraiment commencé à s'écrouler, Diana allait parfois rendre visite à la reine. Normalement, on ne peut pas la voir sans rendez-vous. Mais Diana allait attendre dans le vestibule pour voir la reine entre 2 rendez-vous. Elle entrait dans son bureau et se mettait à pleurer en disant « Tout le monde me déteste, je déteste ma mère, ma sœur et je déteste mon mari. » La reine n'est pas habituée à de tels épanchements et ne savait pas comment réagir face à Diana. Elle essayait simplement de ménager la chèvre et le chou. Ce serait une grossière erreur de croire que la reine reprochait à Diana ce qui se passait. Je pense qu'elle et le prince Philippe ont même plutôt porté la faute sur le prince Charles que sur Diana. Après tout, c'est lui qui entretenait une relation extra-conjugale, qui n'était déjà plus un secret dans la famille royale. C'était lui, le plus âgé du couple, qui était censé remettre les choses sur la bonne voie. C'était lui, le futur roi, qui avait eu toute la vie pour se préparer à tout ça. D'après ce que je sais sur la reine et tout ce qu'on m'a dit, elle fait tout pour ne pas intervenir dans la vie de ses enfants. Mais là, elle aurait sans doute dû. Je pense que c'est peut-être la grande erreur de son règne, de ne pas être intervenue entre Charles et Diana pour dire « ça suffit ». Peu importe que vous vous aimiez ou non, vous devez rester ensemble. Elle ne l'a pas fait. Le prince Philippe a fait beaucoup d'efforts pour instaurer une confiance entre Diana et lui. J'ai vu les lettres qu'il lui a écrites. J'ai vu les réponses de Diana. Et c'était très émouvant. Ces lettres ont été très constructives du côté du prince Philippe, qui essayait désespérément de la garder dans la famille et de trouver un équilibre. Il encourageait Diana à faire plus de choses avec le prince Charles, des choses qu'ils appréciaient tous les deux, avec l'espoir que la situation se calmerait. J'en ai parlé au prince Philippe un jour. Il m'a simplement dit « Nous sommes une famille. Ce sont des choses qui arrivent dans une famille. » Ils ont géré cette situation comme toute famille l'aurait fait. Et leur réaction a été celle de parents de leur génération.
La famille royale aimait en fait beaucoup Diana, et même après le divorce, Diana et le prince Philippe ont continué à échanger de nombreuses lettres. Le prince Philippe tenait vraiment à ce que le couple passe l'épreuve du temps. Non parce que le divorce risquait d'endommager l'image de la famille royale, mais parce qu'il aimait vraiment beaucoup Diana, et il voulait que leur couple dépasse cette épreuve, pour eux et pour leurs fils. Curieusement, la reine était sans doute du côté de Diana quand leur mariage s'est écroulé. Maintenant, ce qu'elle pensait du comportement de Diana après le divorce, avec ses différents amants, et en particulier Dodi El Fayed, c'est une autre question. Un jour, j'ai demandé au duc d'Édimbourg pourquoi, à son avis, la presse avait une telle approche de la famille royale et à quel moment ça avait commencé à se gâter. Et il m'a dit très clairement que ça avait mal tourné au moment de l'arrivée de Rupert Murdoch. Pour lui, le moment où les médias ont commencé à chercher systématiquement la petite bête dans la vie de la famille royale, c'est quand Rupert Murdoch est arrivé dans le pays. Toute la famille royale en est convaincue. J'en ai parlé avec le prince Charles et avec d'autres membres de la famille. Ils sont convaincus que Murdoch avait décidé de les détruire. Le prince Charles parlait sans cesse de Murdoch et de la presse de Murdoch. Ils avaient presque l'air de croire que Murdoch était à la tête d'un complot. Je ne parle pas de l'époque actuelle, mais d'une dizaine d'années en arrière. Il est très facile pour les journalistes de s'accrocher à un prétendu échec et de dire que le prince Philippe a commis une nouvelle gaffe. Je pense qu'il a été injustement traité. Le prince Philippe est connu pour ses gaffes. On sait qu'il ne mâche pas ses mots et qu'il dit ce qu'il pense. Et souvent dans la presse, des gens comme moi aiment interpréter ses déclarations afin de faire un bon titre. Pour moi, il n'y a rien de mal à ça, parce qu'il a souvent fait des déclarations assez controversées. Cela dit, j'ai souvent observé le prince Philippe, et tout ce qu'il essaie de faire, c'est de mettre les gens à l'aise. Et pour lui, le meilleur moyen d'y arriver, c'est de sortir quelques bons mots. Par exemple, lors de son 90e anniversaire, un grand cuisinier a reçu un prix. Et le prince Philippe lui a dit « Ça ne m'étonne pas que vous soyez bon cuisinier, car vous en avez certainement la carrure. » Cet homme était énorme et il ne s'est pas du tout senti blessé. Il a trouvé ça très drôle. Je pense que les gens aiment que le duc d'Édimbourg les remarque. Pour moi, le fait que Rupert Murdoch, républicain convaincu, arrive d'Australie, ça n'a pas changé grand-chose. À l'époque, dans les années 80 et 90, l'intendance du Sun était globalement le domaine de Kelvin Mackenzie. Et il a compris avant tout le monde que Diana ferait vendre ses journaux. Et de ce côté-là, c'est ce que voulaient les lecteurs. Il suffit de regarder dans les années 80 le nombre d'articles consacrés aux histoires de la famille royale. Les journalistes spécialisés voyageaient dans le monde entier. Ils n'étaient presque jamais en Angleterre. Leur boulot, c'était de suivre les membres de la famille royale dans tous leurs voyages. L'une des choses qui dérangeait la reine et le prince Philippe à propos de Diana, la princesse de Galles, et de Sarah Ferguson, qui avait épousé le jeune duc d'York, c'est qu'elles attiraient l'attention, mais sur un plan personnel, en tant qu'individu. Le duc d'Édimbourg m'a dit un jour, quand la reine a été intronisée, elle est partie en voyage dans le royaume au début des années 50. Des millions de gens sont sortis dans les rues pour l'acclamer. Mais elle n'a jamais ramené cette attention à elle. Ça aurait été dangereux, et elle ne l'a pas fait. Elle savait que cette adoration n'était pas pour elle, mais pour son rôle de reine. Une des choses qui les perturbe dans la façon dont ils sont présentés, et j'en ai parlé avec le duc d'Édimbourg, c'est que les gens considèrent maintenant qu'ils font partie de la culture people. Et ce n'est pas ce qu'ils sont. Eux se voient comme une partie de l'histoire. Le sang qui coule dans leurs veines est celui qui a fait vivre les membres de la royauté depuis près de 1000 ans. La devise de la reine quand il s'agit de sa famille a toujours été « ne jamais se plaindre, ne jamais s'expliquer ». Dans cette optique, elle est toujours restée résolument silencieuse sur des questions comme l'amour, le mariage, le divorce. Elle est une femme pour qui l'étalage au public est quelque chose de grossier. Il y a des choses qu'on garde pour soi. On ne les étale pas au grand jour.
On garde pour soi ses douleurs, ses joies et ses problèmes en privé. Le moment où elle a sans doute été la plus expansive, c'est lorsqu'elle a parlé de son anus horribilis. La reine dit que l'année 1992 a été la pire année de sa vie et elle l'a appelée Annus Horribilis. Il y a eu le divorce d'Andrew et de Fergie et avant cela, il y a eu l'incendie au château de Windsor. C'était le jour de son anniversaire de mariage et je pense qu'elle a eu l'impression de voir sa vie partir en fumée. Ensuite, bien sûr, il y a eu la séparation du prince et de la princesse de Galles, que la reine s'était battue de toute force pour éviter. Elle les encourageait à essayer encore un peu plus longtemps, jusqu'à ce qu'elles comprennent que ça ne fonctionnerait pas. Elle a vraiment passé une année difficile. Peu après l'incendie du château de Windsor, la reine avait un discours prévu et elle n'a pas évité ce sujet. Elle était malade, un mal de gorge épouvantable dû à la fumée et à un rhume qu'elle avait eu en même temps. Tout cela lui a donné l'image très touchante de cette femme relativement âgée qui avait souffert de l'incendie de sa maison et du divorce de ses enfants. Cette année a été mon annus horribilis. Sans cette expression latine, elle n'aurait pas pu le dire, mais là, elle avait un terme formel pour aborder un sujet très personnel. Bien sûr, l'affection du public pour elle n'en a été que plus forte. Les gens ont pu lui apporter le support émotionnel que la monarchie a si souvent offert à ses sujets. Je dormais lorsque le téléphone a sonné. C'était mon patron qui m'a dit « Nick, il y a eu un accident à Paris. Dodi Al-Fayed est mort et on pense que la princesse aussi. » Je me suis immédiatement levé et habillé pour aller au studio en pleine nuit. Et pendant quasiment toute la semaine qui a suivi, j'étais à l'antenne presque en continu. On vient de recevoir une dépêche nous annonçant que Diana, princesse de Galles, est décédée dans un accident de voiture à Paris. Bien sûr, la semaine suivant la mort de Diana était très longue, d'un point de vue médiatique. Le dimanche, il y a eu le choc. Le lendemain, ou peut-être même le jour même, on a découvert que des paparazzis poursuivaient la voiture. Ensuite, on a découvert que le chauffeur avait un taux trop élevé d'alcool dans le sang, donc c'était le nouveau coupable désigné. Ensuite, après avoir eu tout ça, les médias se sont tournés vers la reine, en faisant leur chou gras de cette fausse histoire de drapeau. Il a été écrit dans la presse qu'il n'y avait pas de drapeau en berne à Buckingham Palace. Et j'ai essayé de dire à plusieurs reprises qu'il suffisait d'aller filmer le château de Windsor, où l'Union Jack était bien en berne, et que cela suffirait à faire taire les rumeurs. Mais ça ne les intéressait pas. Ils préféraient croire l'histoire du mât sans drapeau, et que la famille royale n'en avait rien à faire. Nous n'avons pas attisé l'hystérie. Je suis un peu agacé lorsque j'entends ça. La plupart des Anglais aimaient beaucoup Diana, et ont été très touchés par sa disparition, personnellement. On était très conscients du fait qu'il ne fallait pas enflammer les foules. Il ne fallait pas dire que la reine avait été insensible, qu'elle n'était pas allée à Londres pour rencontrer le peuple. On a essayé d'être vraiment prudent. Mais l'histoire s'est faite toute seule. Personne n'aurait pu prévoir ce qui est arrivé à Diana et ce qui se passerait les jours suivants. Après la mort de Diana, la reine a fait ce qu'elle a toujours fait. On sait qu'elle aime la continuité, et elle a fait ce que son père et son grand-père auraient fait. La famille royale a fermé les écoutilles, ils sont restés à Balmoral. Extérieurement, ils ont fait comme si rien de grave ne s'était passé. Mais elle n'a pas su voir les émotions du public. Depuis sa tour d'ivoire à Balmoral, elle ne pouvait pas savoir ce qui se passait à Londres. La reine a connu la guerre. Et les gens de sa génération n'ont pas forcément la même façon de réagir à la mort d'une ex-belle-fille dans un accident de voiture que la génération plus jeune.
qui réagit de façon plus sentimentale. Son rôle, c'était de s'occuper de ses petits-fils dans ce moment très traumatisant de leur vie. Ils sont devenus sa priorité. Et en gros, c'est pour ça qu'elle ne voulait pas de photographe, elle ne voulait pas faire de déclaration officielle, elle voulait simplement préserver William et Harry de tout ce battement médiatique. Elle a décidé de ne rentrer à Buckingham qu'au dernier moment pour ne pas déranger les gens au palais et surtout pour que William et Harry n'aient qu'une seule chose à penser, rendre hommage à leur mère lors des funérailles et rentrer chez eux. Mais bien sûr, le public du monde entier, notamment à cause des médias, n'a pas vu les choses de cette façon. L'image de la reine en a pris un sacré coup la première semaine. La famille royale a mal jugé l'état d'esprit de son peuple à ce moment-là. Et je pense que le fait qu'ils aient gardé le silence, qu'il ne se soit rien passé, qu'aucune mention de Diana ne soit faite à l'église pendant la messe, qu'il n'y ait pas de drapeau en berne à Buckingham Palace, tout cela a sans doute causé une certaine colère dans le public. Je sais que c'est la tradition de ne faire flotter le drapeau de Buckingham Palace que lorsque la reine est là, mais j'aurais vraiment aimé qu'il y ait un drapeau en berne ici aussi. Ils sont complètement insensibles. Tous ces gens présents ici montrent la force de la nation et la reine n'a même pas pris la parole. Lorsque la reine est rentrée d'Écosse et est arrivée à Buckingham Palace, je pense qu'elle était très nerveuse. Elle sentait l'hostilité de la foule. Elle a fait un petit tour, elle entendait les gens dire « ce n'est pas trop tôt » ou autres remarques désagréables. Et puis une femme lui a tendu un bouquet de fleurs. La reine a demandé si elle pouvait les déposer pour elle, et la femme lui a répondu « non, elles sont pour vous ». C'est ce moment qui a brisé la glace, en quelque sorte. Soudain, les gens l'ont vue et, au lieu de la rancœur, ils ont soudain réalisé qu'elle était grand-mère et qu'elle aussi avait des émotions à gérer dans sa famille. Je pense qu'il y a une sorte de sentiment naturel de compassion envers la reine. Et puis, il y a eu ce moment où la reine est passée à la télé, en direct de Buckingham Palace, pour s'adresser à la nation en pleine tourmente. Et son discours a été magistral. Ce que je vais vous dire maintenant, en tant que reine et grand-mère, je le dis de tout mon cœur. Tout d'abord, je tiens à rendre hommage à Diana personnellement. Ce discours exprimait exactement ce qu'il fallait. Elle a employé ces mots restés célèbres en tant que reine et grand-mère. C'était important à dire. Il fallait rappeler aux gens qu'elle n'est pas simplement un personnage distant. Elle a une famille, des enfants, des petits-enfants et toutes les peines et les joies qui animent toute famille. Pour une femme que l'on considère comme conservatrice et assez coincée, tout au long de son règne, même dans une période de crise, elle a toujours montré une grande habileté à réagir avec vivacité et à s'adapter rapidement. Il y a autre chose de très intéressant, c'est qu'à un moment, le prince William ne voulait pas marcher dans le cortège funèbre, parce qu'il trouvait que toute cette histoire était devenue trop médiatique. Mais la veille au soir, le prince Philippe lui a dit « Je pense qu'en grandissant, tu regretteras de ne pas avoir participé à la procession pour ta mère. Je marcherai avec toi. » C'est un soutien magnifique de la part d'un grand-père, et je pense qu'il avait tout à fait raison. Quand on regarde la vidéo, il y a un moment où la procession passe sous les arches de Whitehall, et il croyait que les caméras n'étaient pas sur eux. Mais on voit le prince Philippe se pencher vers William et lui demander comment il va. Pour moi, c'est ce qu'on attend d'un grand-père dans une telle situation. Il ne fait aucun doute que la famille royale a traversé des moments difficiles de la fin des années 80 à la fin des années 90. Cela montre bien l'extraordinaire pouvoir de régénération du système héréditaire, puisque de nos jours, l'année 2011 a été une année très riche pour la famille royale. Le prince William se marie, et évidemment, il y a toujours une certaine excitation à voir un prince séduisant se marier. Et puis tout le monde s'intéresse beaucoup à la façon dont la reine va vivre le jubilé de diamant en cette année 2012. Bien sûr, on imagine le fait que la reine qui préside cette famille pourrait peut-être voir apparaître une nouvelle génération de la maison de Windsor, dans la lignée directe de la succession au trône, l'année même de son jubilé de diamant, ou en tout cas très prochainement, et c'est très excitant.
La reine est le symbole de la stabilité et de la souveraineté, et elle représente la constance et la capacité à aller toujours de l'avant. Les gens comme moi, qui sont plus ou moins monarchistes, aiment la famille royale et la reine, pas seulement pour des raisons politiques, parce qu'ils pensent que le système est bon, mais aussi pour des raisons historiques, et même des raisons émotionnelles et esthétiques. C'est quelque chose de très large. Il y a une très grande affection pour la reine et la famille royale. Le fait d'avoir une monarchie, une couronne qui règne sur notre société, cela devrait nous rendre très hiérarchiques. Chacun a sa place, et que Dieu nous bénisse, tous tant que nous sommes. Un homme simple aura au-dessus de lui un gentleman, un écuyer, puis un chevalier, un baronnet, un baron, un vicomte, un comte, un marquis, un duc royal. Et le duc royal, comme tous les autres, doit s'incliner devant la couronne. C'est une société hiérarchique. Il y a clairement une distinction des classes au sein de la famille royale. Tout en haut, on peut appeler ça l'aristocratie ou le foyer royal, c'est-à-dire les membres de la famille. Puis, il y a une sorte de classe moyenne qu'on pourrait appeler les officiels. Ensuite, on a la classe du bas, la classe ouvrière si l'on peut dire, c'est le personnel. Les trois classes vivent complètement séparément. Ils n'ont aucun contact. Ils ne prennent pas leur repas ensemble. Une classe doit s'adresser à la classe supérieure en disant « monsieur » ou « madame ». Tout est vraiment basé sur la distinction des classes, comme ça l'était déjà à l'époque victorienne. Si vous devez recevoir les honneurs, vous devez vous présenter ainsi. Vous avancez, vous vous arrêtez un peu en retrait, vous prenez la poignée de la main droite, avancez le pied gauche du côté gauche et vous descendez sur le genou gauche. Donc vous vous arrêtez ici, puis 1, 2, 3. C'est simple et plutôt confortable. La personne clé pour tout monarque actuel, c'est son secrétaire personnel. C'est toujours quelqu'un de très expérimenté qui a déjà passé de nombreuses années au service de la famille royale. Dans notre pays, le monarque n'a pas de réel pouvoir. À certains moments, le public souhaiterait presque qu'il en soit différemment. Et c'est le travail de ce conseiller de guider Sa Majesté à travers toutes les situations qui se présentent. Avec la personnalité qu'elle a toujours accepté son rôle dans la vie. Et elle est extrêmement attachée à son devoir. Quelqu'un a un jour écrit qu'elle possède le regard calme et égal de la conscience du devoir accompli. J'écris des articles et des ouvrages sur la famille royale depuis 40 ans, depuis le début des années 70. Et je dois dire que même si je crois connaître plutôt bien la reine et la monarchie, l'essence même de cette reine demeure pour moi une énigme. Pour moi, c'est justement ce qui fait sa force, et il ne devrait pas en être autrement. Elle est fascinante. Elle est sur le trône depuis tant d'années. Elle fête cette année son jubilé de diamant. Et même si on était en mesure de faire un rapport détaillé de son règne, presque seconde par seconde, on en sait peu sur la reine elle-même en tant que femme, en tant que mère, et sur ce qu'elle a ressenti en vivant tous ces événements historiques au fil de son règne. Ces émotions ont toujours été gardées très secrètes. Et c'est pour ça qu'elle reste l'une des figures les plus mystérieuses de notre époque. Elle a un côté qu'elle réserve à ses amis, un autre pour sa famille. Elle sait être très drôle. Et puis elle a un côté très formel. Je pense que personne n'aura jamais accès à sa personnalité tout entière. Je crois que le public aura toujours cette fascination pour elle, cette envie de savoir ce qui se passe derrière cette façade. Et je pense que cette fascination s'explique aussi par le fait que, justement, on ne le saura sans doute jamais. Elle a toujours parfaitement su préserver sa vie privée, ses valeurs, ses idées et sa perception d'elle-même. Le côté mystérieux et énigmatique est un élément très important de cette magie.
Sa force a toujours été sa volonté indéfectible. Elle emporte dans son sillon le bien et le mal, et elle arrive à avoir une vision très large des choses. Les gens admirent sa longévité, mais aussi sa cohérence. Elle est là et elle va toujours de l'avant. La reine est une personne qui peut rassembler les foules et on assiste à ce phénomène à chaque fois. Ensuite, les gens s'étonnent de voir un public aussi nombreux, mais elle fait partie de ces personnalités publiques qu'on a envie de voir. L'histoire se répète en cela, puisque c'était pareil pour son jubilé d'argent, puis son jubilé d'or. Et même avant le mariage de William, on se demandait si ça intéressait encore les gens. Il suffit de voir la foule qu'il y avait. Je pense que la reine s'étonne chaque fois des témoignages de soutien de ses sujets. C'est étrange qu'elle s'en étonne encore après toutes ces années. En fait, c'est plutôt charmant. C'est extraordinaire qu'elle soit encore là. Elle y était déjà en 1952 et 60 ans plus tard, elle y est toujours. La même reine, le même sourire. Elle assiste aux mêmes événements chaque année. C'est ce qu'un poète a décrit un jour comme la sécurité des relations familières. On sait où on est avec cette reine. Elle ne nous laissera pas tomber et elle sera toujours là.